Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous que l'on vous propose à Ici Québec, un balado qui est enregistré tous les vendredis et qui va permettre de faire le bilan sur la campagne électorale municipale qui commence tout juste à Québec, à Lévis, mais partout au Québec aussi. Une émission qui vous est proposée tous les samedis matins et autour de moi pour discuter, pour décortiquer, pour analyser cette campagne électorale. Au fil des semaines, il y aura Olivier Lemieux. Bonjour Olivier. Bonjour Louise. Collègue aux affaires municipales depuis presque 10 ans, Olivier. On se connaît un petit peu. Oui, on se connaît un petit peu. Donc, ça va être votre troisième campagne électorale, c'est ça? Oui, donc affecté de façon officielle, mais il y a eu évidemment avant ça des couvertures là, à gauche et à droite, mais ça fait un moment quand même. Oui. Alexandre Duval, animateur de Première Heure, ancien correspondant parlementaire ici à Québec pour Radio-Canada et auteur d'Obsession Élection, comment l'électoralisme affaiblit nos démocraties. Bonjour Alexandre. Bonjour Louise. Alors, on change de bord de chaise, de table. Là. On fait ça chaque semaine. Je vous interroge le vendredi matin, puis le vendredi en fin d'avant-midi, c'est vous qui m'interrogez. J'aime ça. On se pratique. Et on accueille aussi Alexandre Bellemare, qui est notre nouveau collègue ici à Radio-Canada, qui en fait, vous allez être affecté au dossier de Lévis et donc à la campagne électorale de Lévis. Absolument, un beau mandat pour commencer avec une campagne électorale. Belle façon de se mettre dans le bain. Alors, on est bien contente de vous accueillir parce que oui, il va être question de Québec dans ce balado et de Lévis aussi à quelques occasions. Puis aujourd'hui, comme c'est la première, on va un petit peu mettre la table sur ce qui s'en vient. Mais d'abord, voici en 24 secondes le résumé de la semaine. On a une élection qui s'en vient le 2 novembre. On peut-tu prendre un break puis laisser les citoyens décider? Aujourd'hui, son message, c'est qu'il faut arrêter tous les travaux, même ceux en cours. On laisse les chantiers, on fait quoi? On met un tas de gazon par-dessus ça, puis on bouge, on ne touche plus à rien. Sa maman, par 2 fois, il m'a dit « Fais attention à tes critiques contre moi parce que n'oublie pas que tu as 2 belles petites filles. » Je pense que peut-être M. Hamad pensait que tout allait lui tomber dans les mains facilement. Alors, beaucoup de choses dans ce premier résumé de semaine quand même. Mais vous avez compris que tout tourne pas mal autour de Sam Hamad, le chef de Leadership Québec. La campagne commence, mais c'est comme ça depuis un bon petit moment maintenant. M. Hamad qui est la cible de toutes les attaques, même avant même son entrée en politique ou en printemps dernier. Et depuis qu'il s'est lancé, il retient aussi l'attention. Pas nécessairement tout le temps pour les bonnes raisons, pas nécessairement pour ses idées, mais plutôt pour sa difficulté à les imposer, justement, ses idées, puis à imposer son agenda. Olivier, j'ai envie de commencer par vous. Au final, là, parce qu'on en parle depuis un an de la candidature de M. Hamad, est-ce qu'il y a eu un réel effet Hamad ou c'est un feu de paille? Pour moi, c'est très clair qu'il y a un effet Hamad. Maintenant, est-ce qu'il tire avantage de ce qui se passe? J'en suis pas convaincu, mais Sam Hamad, quand il s'est présenté là, officiellement à la mairie, il a transformé la course à Québec. Il est devenu l'opposant du maire sortant qui avait le plus de notoriété. Et on était là pour l'écouter, les médias. Mais il a souvent été sous les réflecteurs en raison de ses erreurs. Et je me questionne jusqu'à un certain point sur ses choix stratégiques, notamment, on l'a entendu cette semaine, Louise, quand il met le tramway au centre de l'élection, qu'il veut imposer la question de l'urne. Moi, je le vois un peu comme un joueur de poker à ce stade-ci, Sam Hamad. Il pousse ses jetons au centre de la table et dans ce temps-là, on peut tout gagner. On peut ramasser le pot, mais on peut aussi tout perdre. Je ne suis pas convaincu à ce stade-ci. Que c'était un bon choix pour lui à ce moment-ci. Alexandre, normalement, une campagne électorale au municipal, c'est avant tout un vote sur le bilan de l'administration qui est en place, alors que depuis le début, on a l'impression que c'est les procès de M. Hamad que l'on fait. Oui. Pour M. Marchand, c'est une excellente nouvelle parce que pendant qu'on parle de Sam Hamad, on ne parle pas de lui. Donc, pour l'instant, il n'y a pas à défendre son bilan ou très, très peu. Il y a encore eu assez peu à nous parler des idées qu'il va mettre de l'avant pour cette campagne électorale-ci. Bon, il faut se dire que la campagne officiellement commence vendredi 19 septembre, donc il y aura le temps. Mais M. Hamad, effectivement, a capté toute l'attention, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas dans une espèce de référendum sur le maire sortant. Et j'oserais ajouter, oui, il y a un effet Hamad, c'est clair, parce qu'il est là dans les intentions de vote. C'est un incontournable de l'actualité. Mais les thèmes qu'il a choisi de mettre de l'avant le mettent déjà un peu en échec malgré lui, parce que le troisième lien, il a beau le vouloir, c'est quand même le gouvernement provincial qui a le gros bout du bâton dans ce dossier-là. Et il n'est pas acquis que le gouvernement provincial actuel va être réélu aux élections provinciales de 2026. Donc, prêche-t-il dans le désert sur le sujet du troisième lien? On verra. Puis sur le sujet du tramway, il voudrait qu'on abandonne le projet de tramway, mais le gouvernement provincial est très, très clair. Il n'y aura pas de recul sur ce projet-là. Et c'est un projet qui est maintenant confié à CDPQ Infra et non plus à la Ville de Québec. Donc, les thèmes qu'il met de l'avant sont des thèmes, au final, sur lesquels il a
assez peu d'influence. Ouais, quand vous dites que le gouvernement a fermé la porte cette semaine, c'est Jonathan Julien, nouveau ministre des Transports, qui a dit qu'il est hors de question qu'on arrête le projet de tramway. Alors, si M. Hamad pensait avoir peut-être une ouverture de la part du gouvernement, Olivier, c'est juste pas arrivé, là. Non, et on ne peut pas ignorer qu'il y a des conséquences à ce choix-là. Il y a des pénalités très clairement établies par contrat. La Ville est liée par contrat à la Caisse de dépôt et placement. Le gouvernement aussi. Alors, est-ce que ça peut s'arrêter, ce projet-là? La réponse, c'est oui. Là. Si on a un nouveau maire le 2 novembre qui est résolument anti-tramway, moi, je ne vois pas comment ce projet-là peut se faire sans l'appui du maire de Québec. C'est un projet qui se fait sur le territoire de la Ville de Québec. Mais il y a des conséquences très importantes et il y a un message aussi qui serait envoyé à ce stade-ci à la communauté d'affaires, aux consortiums qui sont impliqués à ce stade-ci. Je pense que le gouvernement Legault le réalise. Et je ne sens pas d'appétit dans les autres partis là, au national, à l'Assemblée nationale, pour reculer présentement. Ouais. Et même en coulisses, cette semaine, on nous disait, parmi les partenaires là, du projet de tramway, il n'y a pas seulement le gouvernement, il y a la Ville, il y a CDPQ Infra, puis il y a tous les autres qui gravitent autour. On était franchement surpris de voir avec quelle fermeté M. Julien a pris la parole. Moi, je trouvais que ça me rappelait un peu quand M. Julien a été nommé ministre responsable de la capitale nationale. Il était vraiment ferme dans sa volonté de réaliser le tramway. Puis on sait, après ça, il était un petit peu moins ferme, puis après ça, vraiment pas ferme. Mais, donc, il y avait un petit peu de répétition cette semaine, mais ça a quand même eu des échos très, très importants et très, très heureux, très agréables pour les autres partenaires dans ce projet-là. Bien, Louise, dites-vous bien une chose. La CAQ, au niveau provincial, ça va pas bien actuellement. Ce qui leur a permis d'émerger à la CAQ, c'est la région de Québec en 2018, plus précisément 2017 avec l'émergence de Geneviève Guilbeault dans Louis Hébert. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au jeu de base. Et c'est ce que la CAQ fait actuellement, mode séduction pour la grande région de Québec. Donc, c'est sûr que quand tu as un gouvernement qui dit non, le tramway, Québec en a besoin, le troisième lien, Québec en a besoin, puis que toi, candidat à la mairie de Québec, tu te dis, j'en veux pas de ces deux projets-là. Ouais. Disons que tu ne te fais pas des amis, là. Tu t'aides pas. Exact. En poursuivant sur M. Hamad, on se rend bien compte que son début de campagne, c'est pas ce qu'il aurait espéré. À chacun des points de presse qu'il fait, il est obligé de faire des mises au point. Parfois, c'est sur des problèmes technologiques ou sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est par rapport à ses candidats. Parfois, c'est par rapport à des déclarations où il est obligé de remettre un peu tout le monde à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, le vendredi, pour lancer cette campagne électorale, il a été obligé de rappeler à l'ordre son nouveau candidat dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, Napoléon Vous, qui est un restaurateur bien connu, qui a pris la parole à de multiples reprises sur le problème de l'itinérance. Et on va vous faire écouter cet extrait-là où on entend Napoléon Vous et la réplique de M. Hamad qui est venu tout de suite après. L'itinérance devrait être une période de transition, pas un genre de culture là, que vous mangez gratuit, vous avez des logements gratuits, vous avez des vêtements gratuits. Aujourd'hui, à Québec, tu n'es pas obligé de travailler pour vivre. Il n'y a personne qui est mort de froid là, ou de faim. Ce qui veut dire, Napoléon, dans le sens qu'on a des programmes qui peuvent supporter les gens et on peut les aider. M. Hamad qui essaie d'atténuer un petit peu la déclaration qui est très tranchée de la part de son nouveau candidat là, sur l'itinérance. Le problème pour M. Hamad, c'est peut-être parce qu'à ce moment-ci, il n'a peut-être pas assez mis ses idées sur la table. Et donc, chaque fois qu'il présente des candidats, parfois, ces candidats vont un petit peu à gauche ou un petit peu à droite et M. Hamad est obligé de les ramener à l'ordre. On l'a vu avec le troisième lien. Son candidat, Hugo Langlois, qui se présente dans Vanier, avait envie de défendre les citoyens de Vanier qui ne veulent pas avoir une autoroute chez eux en surface, en fait. Et là, on se retrouve avec la même chose pour l'itinérance. Est-ce que M. Hamad aurait intérêt à parler de ses idées, Olivier? Bien, sûrement. Mais moi, j'ai envie de vous dire, Louise, qu'il y a des problèmes de recrutement dans le camp Hamad qui sont maintenant bien connus. Et la sélection de M. Wu, à ce stade-ci, là, c'était évident là, que ça pouvait créer des problèmes parce que dans le passé, il s'est déjà prononcé, M. Wu, par exemple, contre un site d'injection supervisé dans Saint-Roch. Ses opinions tranchées sont bien connues. Alors, nous, les journalistes, là, quand on l'a vu tantôt, on s'est approché un petit peu là, du micro parce qu'on se doutait bien qu'on pouvait avoir droit à des flamèches. Oui. Et c'est ce qu'on a eu. Et le malaise, il était perceptible. M. Hamad, en politicien d'expérience, voyait son candidat commencer à s'éloigner de la ligne du parti. Même si vous le dites, le programme pour Saint-Roch, il n'est pas connu. Mais je ne pense pas que M. Hamad veut faire campagne sur une diminution des ressources au centre-ville. Et c'est un petit peu ce que M. Wu laisse entendre
peut-être que les itinérants sont entre guillemets, trop bien Ouais. et qu'ils se complaisent un peu dans cette situation-là. On a vu l'alarme là, sonner et M. Hamad est arrivé. Ce que Napoléon veut dire, Oui. regardez, on a entendu un peu ce que M. Wu voulait dire. Là. D'autant plus que M. Hamad, c'est l'ancien ministre de l'Emploi et de la Solidarité, donc il connaît bien ce dossier-là, puis il en a profité pour le préciser. Mais ça donne quand même l'impression, encore une fois, que M. Hamad s'est retrouvé sur la défensive aujourd'hui. Bien, pas l'impression. C'est ça qui arrive, parce que qu'est-ce qui fait la manchette en ce vendredi 19 septembre? Ce sont les propos de Napoléon Wu qui témoignent probablement d'une sensibilité pas assez affinée par rapport aux enjeux d'itinérance. Il faut aussi comprendre que M. Wu connaît bien le secteur, Olivier l'a dit, donc il a vécu avec les conséquences des problématiques liées à l'itinérance, il les a vues. On sait qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont été excédés. Il faut comprendre d'où ça vient. Après, ça tombe la même semaine où on apprend qu'il y a eu 108 itinérants qui sont morts au Québec lors de l'année 2024. Certains sont morts de surdose, d'autres sont morts de froid, dont 8 à Québec uniquement. C'est un nombre qui est en augmentation. Il y a une problématique et là, on se demande, elle est où la sensibilité par rapport à cet enjeu-là? Ce que je vois à travers ça, Louise, c'est une organisation politique qui est naissante. Ça fait pas tellement longtemps que M. Hamad est en train de mettre sur pied Leadership Québec. Recrutement de candidats, il faut trouver les bons messages, il faut parler aux gens, il faut mettre en place des lignes de communication, il faut apprendre ces lignes de communication. Et là, c'est peut-être sur cet aspect-là que le travail n'a pas été fait et il n'a pas beaucoup de temps pour inverser cette tendance-là. La campagne est partie, ça ne donne que quelques semaines pour se discipliner. En même temps, on se serait attendu à ce que M. Hamad, politicien d'expérience, qui a fait plusieurs campagnes électorales, et il se plaît à le répéter souvent dans ses points de presse, il en a fait 5, je pense, comme député de Louis Hébert, on se serait quand même attendu peut-être à ce qu'il soit mieux organisé, que ce soit plus cohérent ce qu'il présente aujourd'hui à Mais ce Québec. que ça donne comme impression, c'est que depuis le début, on mise sur le nom de Sam Hamad, on mise sur la notoriété de Sam Hamad, mais on oublie qu'une campagne électorale ne repose pas sur les épaules d'une figure ou d'un nom, ça repose sur les épaules d'une organisation qui doit être active sur le terrain et sur la discipline d'une équipe qui finalement est unie par des idées qu'on ne connaît toujours pas au sein de Leadership Québec. Mais moi, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, là, mais moi, je suis sidéré là, par le manque de préparation de l'équipe Hamad, parce que, souvenez-vous, Louise, il a failli être candidat à la mairie en 2021. Ouais. Il s'est retiré in extremis. Alors, moi, j'étais convaincu que ça faisait des années qu'il préparait, donc, cette campagne-là. Mais on se rend bien compte qu'il y a pas mal de boulons qui sont mal serrés présentement et il y a beaucoup de blessures auto-infligées dans cette équipe-là. Alors, je sais qu'il y a de la frustration qui monte dans le camp Hamad et il y a des gens pour dire que le traitement médiatique est injustifié, que ça ne fonctionne pas, qu'il y a de l'acharnement. Moi, je suis désolé, là, mais je le répète, il y a beaucoup de blessures auto-infligées et il y a beaucoup d'erreurs non provoquées. Ça vient du camp Hamad, ça. Oui. On pourrait continuer à parler de M. Hamad. On pourrait parler de ses arguments pour justifier qu'on arrête tout pour le tramway. Vous l'avez bien illustré cette semaine avec des arguments qui date de 4 ans, là, M. Hamad, qui reprenait essentiellement le discours de Jean-François Gosselin de Québec 21. Mais il faut parler de M. Marchand. J'ai envie de vous dire où est-ce qu'il est, M. Marchand, en ce moment. Il est quelque part en train de siffler, Louise, honnêtement, présentement. Là. Oui, mais dans le sens que vous avez l'impression que tout est à son avantage en ce moment. Ou le silence est à son avantage. Bien, tout à fait, tout à fait. Que gagne-t-il à sortir hier et à s'immiscer dans une bataille, par exemple, qui oppose Claude Villeneuve à Sam Hamad? Il n'y a aucun intérêt à aller là, surtout que, bon, je veux dire... Moi, je ne suis pas certain que ça a avantagé nécessairement Claude Villeneuve hier. On parle de propos flous qui n'ont pas été prononcés avec témoins. Est-ce qu'il y a eu intimidation, potentiellement menace? On ne le comprend pas clairement encore aujourd'hui. Franchement, on n'aura pas la vérité dans ce dossier-là. Alors, M. Hamad, lui, dit qu'on a détourné ses propos, qu'il a jamais menacé les enfants de Claude Villeneuve, si même c'est possible. Alors, cette bataille-là, moi, je vous le dis, M. Marchand, hier, il a regardé aller, il se disait... Allez-y, messieurs, allez-y. En même temps, quand on regarde, il y a un premier sondage qui a été publié dans Le Soleil, un sondage Somme auprès de 510 répondants entre le 11 et le 14 septembre, où on voit que c'est pas gagné pour M. Marchand. 51 des répondants se disent satisfaits de son travail accompli, puis en même temps,
50 des répondants, Alexandre, souhaitent un changement à la mairie. Ouais, C'est pas un peu contradictoire, tout ça? Ben, c'est pas contradictoire parce que vous en avez 50 qui sont contents puis 50 qui veulent du changement. 50 plus 50, ça fait 100. Ah, Donc, OK. On va y aller simplement en mathématiques. Non, mais j'ai envie de dire, le compte est bon. Oui. Par contre, c'est une bonne nouvelle, ce sondage-là, pour M. Marchand, dans la mesure où ses intentions de vote, dans les derniers sondages qu'on a vus, étaient plutôt autour de 40 Ouais. Et là, vous avez 50 de gens qui sont satisfaits de son Et administration. c'est son meilleur score depuis 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens qui n'ont pas l'intention de voter pour lui nécessairement, qui se disent, ben, il fait quand même un bon travail et qui donc, d'ici le 2 novembre, pourraient décider d'aller donner leur vote à M. Marchand. Par contre, la mauvaise nouvelle de ce sondage-là, c'est que l'insatisfaction de M. Marchand dans les banlieues, elle est palpable. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus il y a de l'insatisfaction. M. Marchand, en 2021, il est arrivé à l'Hôtel de Ville avec une minorité de conseillers municipaux. Ouais. Donc, ce qui joue... Bon, pour la mairie, honnêtement, on va se le dire objectivement, il est quand même en bonne posture. Mais pour sa majorité au conseil municipal, c'est là où il y aura de gros défis parce que dans les banlieues, on n'a pas voté pour M. Marchand, pour Québec fort et fier partout en 2021. Pourquoi ces gens-là voteraient pour Québec fort et fier aujourd'hui? Ouais. Je veux dire, les Claude Lavoie, David Weiser, Jean-François Gosselin, Steve Verret, Bianca Dussault, là, ça, c'était pas des gens de Québec fort et fier en 2021, ce sont des transfuges. Donc, c'est pas acquis que les gens de ces districts-là vont voter pour On un va avoir conseiller suivi. conseillère de Québec fort et Mais en fier. même temps, on se demande, on regarde quand même le bilan de M. Marchand, Olivier, puis il n'y a pas de très grande gaffe. Hein? Il part l'élection avec un contexte économique qui lui est quand même favorable. Moi, je suis Vous avez d'accord un petit avec sourire, vous. là. Ben, c'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que sur le bilan, là, quand on regarde là, ce que j'appelle, moi, les fondamentales en politique municipale, M. Marchand, n'en déplaise à ses critiques, n'a pas échappé le compte de taxes. La dette, elle baisse. Elle baisse en termes absolus et elle baisse aussi en proportion par rapport au budget, parce que le budget de Québec est rendu au-delà des 2 milliards. Ouais. Alors bon, donc, de ce côté-là, ça va aussi. Et quand on compare à d'autres grandes villes du Québec, on est franchement en bonne posture. Donc ça, en théorie, il y a de l'appétit là, pour un bon contrôle des finances à Québec. Et on l'a du côté de M. Marchand. C'est une continuité de l'ère Labaume. Mais M. Marchand, moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Il fonce en mobilité. Et ça, à Québec, c'est un terrain miné. C'était inévitable qu'il en paierait le prix. Alors, pour moi, la fracture qui est perceptible avec les banlieues, c'est beaucoup dû au transport actif, aux pistes cyclables. On ne comprend pas encore dans la périphérie en quoi ça va aider à décongestionner, à améliorer les déplacements. Ça, ce message-là, il n'a pas percolé en banlieue. Est-ce qu'il peut le faire dans une campagne intensive, 1 mois et demi de terrain? Je ne le sais pas. Mais moi, je pense que c'est ça qui se passe. On va continuer, mais on va traverser de l'autre côté du fleuve avec notre collègue Alexandre Bellemare. Alexandre, on va continuer sur le sondage Somme parce que là aussi, il y a un sondage de satisfaction à l'égard de M. Leaulier. 72 des Lévisiens qui appuient, là, même s'il ne se représente pas, M. Leaulier. Mais on peut se demander sur quoi on se repose quand on veut faire le bilan de M. Leaulier? Parce que les taxes ont augmenté de presque de 10 en 2 ans. On n'a pas réglé le problème de la mobilité là-bas. L'autoroute 20, le projet sur l'autoroute ouest, du côté ouest, c'est reporté. Le 3e lien, on ne sait pas où ça s'en va. Sur quoi il repose le bilan de M. Leaulier qui fait en sorte que les gens l'appuient encore? Bien, à la base, je pense que M. Leaulier est là depuis longtemps dans le décor politique. Donc, ça doit jouer une certaine base dans la satisfaction, mais aussi... il y avait cette année ce que j'appelle le syndrome du maire sortant où il n'avait pas peur d'aller défendre ses citoyens. On l'a entendu là, faire des sorties incendiaires contre le gouvernement caquiste. Là, constamment, il était sur le dos de Geneviève Guilbeault. Là, peu importe la sortie, il n'était pas gêné. Puis c'est un peu ça, parce qu'il n'y a rien à perdre. Puis je pense que les citoyens ont apprécié cette transparence-là ou cette défense-là. Mais en même temps, il laisse un bilan qui est difficile. Là, on est dans des discussions concernant le moratoire. Là, on veut freiner le développement à Lévis parce que l'aqueduc, tout ça, les conduites souterraines ne suivent pas. On est allé trop vite dans le développement, puis on est obligé de faire un frein. C'est un lourd bilan à porter d'abord pour Isabelle Demers, qui va lui succéder, mais pour les autres aussi, quand on veut essayer d'avoir du développement pour une ville où on veut lancer des projets, on est un peu freiné à Lévis. On a les mains liées.
Un peu, oui. Il faut, Un peu. il faut se regarder dans quelle direction les partis vont aller. On entend le Parti de prospérité Lévis de Stephen Blaney qui parle d'installation temporaire, peut-être. Il se base beaucoup sur son passé d'ingénieur. Oui. Mais quelle est la vraie solution? Est-ce que c'est d'attendre? On verra ce que les partis auront à nous proposer là-dessus là, dans les prochaines semaines. Quand on regarde ça du côté de Lévis Force 10, là, ça fait presque 20 ans qu'ils sont là, avec Mme Roy-Marinelli, avant M. Laulier. Est-ce qu'il y a cette envie de changement à Lévis? Est-ce qu'on a envie d'aller voir ailleurs ou on est encore dans la continuité? C'est très difficile à dire. La mairie n'a pas été à prendre depuis 12 ans. Hein? Ouais. Donc, les gens votaient pour Le Houlier, on dirait. Puis les gens votaient. Je pense que le taux de participation à la dernière élection, c'était à peu près 34 là. Donc, il y avait un désintérêt, je dirais, même pour ce qui se passait à Lévis. Là. Bien, ça peut ressembler à ça. Puis de voir également, par contre, Lévis Force 10 s'est un peu affaibli. On a vu à l'élection partielle un Alexandre Fallu de Repensons Lévis qui a percé la carapace après Serge Bonin, qui a été élu également dans l'opposition. Mais il se présentait quand même contre Pascal Brulotte, là, qui était un candidat bien connu de la région, comparativement à un jeune là, qui était inconnu de tout le monde. Là, oui, exactement. Exact. Donc, il y a une percée, mais on ne sent pas un grand vent de changement ou un appétit là, pour dire tout ce que Lévis Force 10 a fait, on met ça derrière nous puis on regarde ailleurs. Il n'y a pas encore ça sur le terrain. Pour le moment, je dirais non, mais la campagne électorale nous en dira probablement plus, là, parce que on entend beaucoup parler de Stephen Blaney aussi à cause de son expérience, de son bagage, sa notoriété. Donc, qu'est-ce qui s'enligne pour Lévis? On verra. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que l'enjeu du troisième lien des deux côtés du fleuve semble faire unanimité contre le projet qui est présenté par le gouvernement. Je pense que chez vous, c'est deux des trois partis qui s'opposent à un projet dans le corridor central. On regarde plutôt vers l'est, là. Absolument. Stephen Blaney qui est sorti cette semaine pour dire justement qu'il souhaitait que ce soit du côté de l'île d'Orléans. Serge Bonin, de son côté, qui trouve que ça n'a aucun sens, que ça passe par-dessus Valero. Puis, alors, finalement, Isabelle Demers, on attend encore sa position là-dessus. Là. En tout cas, ça démontre que ce qu'on a mis du côté du gouvernement du Québec avec le remaniement ministériel, avec l'escouade troisième lien, finalement, ça fait des mécontents de chaque côté du fleuve. Messieurs, c'était une première. On a brisé la glace. Je suis très, très contente d'avoir fait ça avec vous. Puis on va le refaire à chaque semaine. Et puis, au fil des semaines, il y a des journalistes de d'autres médias qui vont venir avec nous discuter de la semaine politique pour faire le bilan de ce qui s'est passé. Alors, c'est un rendez-vous à tous les samedi pour cette campagne en 24 minutes. Je m'appelle Louise Boisvert. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.